Bonjour à tous, bienvenue pour la rétro. Une semaine un peu plus courte avec le lundi du jeûne fédéral. J'avoue, ça fait du bien. Mardi, retour en images sur le test chimique cantonal organisé début septembre à la piscine du Rocher. 8 SDIS cantonaux ont pris part à cet exercice aux images toujours impressionnantes. Attention, ça mouille. En milieu de semaine, on recevait Olivier Farjon, préfet du district de Nyon. Il a pris ses fonctions début juin. L'occasion d'en savoir plus sur son rôle et sur ses ambitions. Enfin, jeudi, une discussion en deux temps avec le président de Région de Nyon. En première partie, on discutait mobilité du Grand Genève. Ensuite, Gérald Créteny commentait l'ordre du jour du Conseil intercommunal du jeudi 24 septembre. Imaginez un livreur intoxiqué par des émanations de chlore. Tel était le scénario choisi par le test chimique cantonal organisé début septembre à la piscine du Rocher. Une trentaine de participants issus de 8 SDIS cantonaux ont pris part à cet exercice grandeur nature aux images toujours très impressionnantes. Un sujet signé Florian Cavalieri. Exercice impressionnant au début du mois à la piscine du Rocher puisque les pompiers du canton s'exerçaient à un test chimique. Yannick Grivel, bonjour. Bonjour. Quel était ce test? Alors il s'agissait de l'exercice final du cours cantonal chimique qui a eu lieu toute la semaine à la caserne de Nyon. Alors qu'on comprenne bien, il y a des formations qui sont faites au niveau cantonal et d'autres qui sont faites dans les SDIS régionaux, c'est ça? Alors exactement, la plupart des formations de base des différentes matières sont organisées sous l'égide de l'ECA dans différents lieux du canton. Et puis après, chaque SDIS est responsable de la suite de la formation continue de son personnel. Qu'on comprenne bien cet exercice, le but c'était quoi? De faire fonctionner différents SDIS ensemble ou bien d'exercer en fait les procédures inhérentes à une alerte chimique? Alors c'était une mise en application liée à une alerte chimique. C'est vrai que c'est des participants d'environ 8 SDIS qui ont participé pendant 4 jours à ce cours en caserne de Nyon et puis qui ont travaillé différentes matières, vu que c'est quelque chose de complexe évidemment, tout ce qui est lié à du chimique en termes de danger, en termes d'équipement. Et puis cet exercice final permettait pour eux de figer cette matière, de le mettre de A à Z sur un scénario défini pour qu'ils puissent avoir une vue d'ensemble et puis finir sur une note aussi positive vu que l'exercice s'est bien passé. Alors justement, un test, ça dit un scénario, vous l'avez dit. Quel était le scénario exact dans ce cas précis? Alors le scénario, c'était un livreur qui avait renversé qui était tombé à cause d'une odeur de chlore en livrant un produit au sous-sol de la piscine du Rocher et puis qui avait été intoxiqué par des émanations de chlore suite à une fuite sur la machinerie à l'intérieur. C'est des images toujours très impressionnantes. Combien de personnel était mobilisé? Alors sur la semaine, on a eu environ 27 participants de 8 SDIS répartis dans le canton, de tous les SDIS qui pratiquent le chimique au niveau du canton, qui ont du coup été engagés sur cet exercice final. Et comment ça se passe? Les pompiers sont notés sur la façon dont ils s'équipent, sur leur temps d'intervention, sur les bonnes procédures adoptées ou pas? Alors il n'y avait pas d'évaluation en tant que telle, on va dire. Le but c'était vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passait, de voir de A à Z les différentes étapes par rapport à une intervention de ce type, et puis juste une discussion d'exercice à la fin pour appuyer sur les points qui pourraient être améliorés et évidemment les points positifs qui se sont bien déroulés. Voilà, un débriefing. Je crois que c'est des formations qui complètent la formation de base, donc il faut se spécialiser pour faire ces tests chimiques. Alors là, c'était une formation évidemment où il faut déjà être porteur d'appareil respiratoire, il faut déjà avoir quelques années d'expérience dans des groupes d'alarme au sein de son SDIS, pour ensuite faire ce cours qui va permettre par la suite d'être plus apte, d'être expérimenté pour porter des tenues moyennes qui vont protéger davantage des tenues lourdes, qui sont un petit peu ces tenues de cosmonautes qu'on voit sur les images de l'exercice, qui permettent de protéger quelqu'un contre les gaz et tout autre élément qui pourrait lui arriver dans des cas de produits chimiques. Et comment le formateur a trouvé ses troupes à l'exercice? Alors c'est vrai que l'exercice s'est bien passé, on a eu un bon déroulement qui a permis d'avoir une belle image finale pour tous les participants, qui a été aussi supervisée et relevée par les 5 chefs de classe qu'on a eu tout au long de la semaine, qui ont amené toute cette matière aux participants et puis qui leur ont permis de ressortir avec un bagage évidemment plus grand. Et puis plus largement, ça sert aussi à resserrer un peu les rangs des pompiers, à montrer en fait des interventions qui ne sont pas si fréquentes que ça. Les alertes chimiques, finalement, ça reste l'exception.
Alors effectivement, heureusement, ça varie bien sûr dans tout le canton d'une année à l'autre, mais effectivement c'est quelque chose qui est pas fréquent, mais qui est important d'être bien préparé, parce que c'est des choses qui peuvent être effectivement très graves selon les produits, les fuites qu'il y aurait, et puis qui permettent d'avoir un entraînement adapté, malgré le fait que ça arrive pas fréquemment en tant que tel, mais qu'il faut quand même être toujours prêt pour ça. En tout cas, c'est une très belle vitrine pour les pompiers, en tout cas aussi pour les personnes qui souhaiteraient devenir pompiers. Et d'ailleurs, il y a justement les journées cantonales de recrutement qui vont être organisées et ce sera tout bientôt. Alors oui, le recrutement se passe au niveau pour tout le canton de Vaud, plus certains cantons limitrophes aussi depuis quelques années, avec une séance d'information dans toutes les casernes du canton le jeudi 5 novembre, avec toutes les informations sur Internet, sur les lieux et les différents horaires. Yannick Grivel, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Avec plaisir, merci. On accueille à présent Olivier Farjon, préfet du district de Nyon, pour seconder Chantal Turin, qui a pris la succession de Jean-Pierre Déria à la tête de la préfecture de Nyon, avec un poste à 100%. Le Conseil d'État a donc nommé Olivier Farjon au taux de 50%. Olivier Farjon, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez donc pris vos fonctions le 1er juillet, ça y est, votre bureau est décoré comme vous le souhaitez? Alors oui, et puis j'ai pris un poil en avant, j'ai pris 1er juin. 1er juin, carrément. Donc voilà, une rentrée un peu particulière pour beaucoup, avec un certain Covid sur le cartable, dans le cartable. Comment vous l'avez vécu cette rentrée? Alors je dirais que c'était une rentrée où j'étais bien épaulé. Il y avait M. Déria, parce que moi j'ai commencé au 1er juin, mais un mois avant, j'étais déjà en duo avec lui dans la période la plus dure du Covid. Donc c'est vrai que j'ai pu prendre un peu les mesures de cette pandémie. Et puis avec aussi Mme Turin, on a pu mettre en place un peu les directives qui émanaient et de la Confédération et du Conseil d'État. Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette période? Je dirais que c'était surtout le risque que cette pandémie devienne aussi forte que celle qu'on voyait en Italie. Moi, j'ai toujours dans les yeux cette histoire du médecin italien qui, à un moment, dit voilà, aujourd'hui, je dois choisir entre cette personne ou cette personne-là, laquelle va vivre et laquelle va mourir. Et ça, je dirais que ce n'était pas une chose qu'on a envie de vivre ici. Et puis surtout l'économie dont on parlera aussi d'ici quelques instants si vous le voulez bien. Donc si on prend votre carte d'identité, 53 ans, marié, père de 2 filles, une carrière au sein des CFF Immobilier en tant que responsable du management des grands centres de transport de Suisse romande, mais aussi municipal à Gland durant 10 ans. Pourquoi vous le vouliez, ce poste de préfet? Je pense qu'il y a une valeur. Enfin, on l'a toujours un peu dans la tête quand on est municipal. On voit les préfets agir. Moi, j'ai eu de la chance d'en côtoyer 4. Et puis, c'est toujours une petite chose qui nous traite dans l'esprit. On se dit, est-ce que je postulerai le jour où ça vient? Et puis, c'est venu. Et puis, je n'avais même pas besoin d'envoyer une carte postale au Conseil d'État. J'ai fait par Internet une postulation en me disant, vaille que vaille, ils me prendront ou pas. Et j'ai eu de la chance, ils m'ont nommé. Et par rapport à cette carte de visite, ce qui est intéressant dans le parallèle, père de 2 filles, 3 femmes à la maison, et finalement dans votre bureau, aussi une majorité de femmes. Exact. Donc vous arrivez à les gérer. Ou elle me gère très bien. Ça, c'est la chose à voir. Non, j'ai de la chance. C'est vrai, un univers féminin, ça permet aussi un petit peu de pouvoir partager sur d'autres choses qu'on a l'habitude. C'est vrai qu'au CFL, c'était plutôt un monde d'hommes, avec aussi des collaboratrices, mais beaucoup moins. Là, je crois que c'était un bénéfice pour tous de changer un peu d'environnement, puis d'avoir une sensibilité peut-être un peu plus forte sur certains sujets. Parlons un peu de votre cahier des charges. Donc évidemment, beaucoup de représentations publiques, des discours, des coupées de ruban, pardon. Mais à quoi ça sert tout ça en tant que préfet? Alors jusqu'à présent, très peu de coupées de ruban. C'est vrai que le Covid est donc. En fait, les choses les plus importantes, c'est vrai qu'on a 4 rôles majeurs qui nous sont donnés par le Conseil d'État. Un, c'est la représentation, comme vous l'avez dit, du Conseil d'État auprès des communes. Alors il y a, quand le Conseil d'État ne peut pas se déplacer, une délégation donnée au préfet pour les représenter. Mais il y a aussi la possibilité de contrôler les communes. Ça, c'est l'aspect vraiment communal. Après, il y a un aspect pénal. Donc c'est la personne qui met des ordonnances pénales. Qui prend d'ailleurs de plus en plus de place, je crois. Alors oui, parce qu'on a énormément d'ordonnances pénales à délivrer. Beaucoup de gens font énormément d'excès de vitesse. On a plus de 8000 ordonnances pénales sur l'année, donc depuis janvier à maintenant. 60%, c'est vraiment des problèmes de circulation, mais il y a d'autres choses. Et puis parlons, j'ai envie de dire, de la chose qui fâche. C'est aujourd'hui l'entente entre le canton et les communes qui est un peu
compliqué, en cause la facture sociale et la péréquation. J'ai envie de dire, vous vous sentez un peu mi-figue, mi-raisin dans cette situation ou pas? Non, je suis délégué par le Conseil d'État, donc mon objectif est de soutenir les décisions du Conseil d'État. Je n'ai pas de vision politique à avoir. La vision, c'est celle d'un lieutenant de l'État qui doit pouvoir essayer de valoriser ce qui a été fait. Actuellement, on a de la chance. L'Union des communes vaudoises a accepté à plus de 75%. L'Association des communes vaudoises, la DCV, elle, a plutôt refusé, demande d'initiative. C'est un droit qui est clairement exprimé dans la Constitution. Moi, je devrais juste essayer de vulgariser auprès des personnes qui posent la question quel est le choix du Conseil d'État de reporter cette facture sociale sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, vous l'entendez, cette grogne des communes. Donc, oui. Comment est-ce que vous traduisez ça justement auprès du canton? Mais je crois que le canton est de loin pas bête, il le sait depuis le début. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les communes, le district de la Côte est un peu différent des autres districts, chacun a ses visions. Maintenant, l'objectif, le Conseil d'État a dit, on a besoin d'avoir des personnes qui sont capables de relayer et puis de comprendre les problématiques. Maintenant, le premier accord est fait. Mais c'est là aussi que votre rôle est important, parce que sachant que le dialogue est un peu rompu aujourd'hui entre les deux parties, vous pourriez concilier les deux. Donc comment est-ce que vous voyez Non, mais je pense que c'est de la discussion. On l'a déjà fait dans d'autres domaines à l'époque, notamment, par exemple, je reviens toujours à ce que j'ai fait précédemment, c'était la taxe au sac qu'on a imposée sur l'ensemble du canton et du district. C'était pas non plus facile au départ, mais après, à force de discuter, on peut fédérer. Là, ma foi, on aura des outils. Il y a toute une équipe, alors bien plus consciente que moi du problème de la péréquation au niveau cantonal. Il y a aussi des personnes qui ont des idées de l'autre côté. Ces personnes vont discuter, puis nous, on sera en appui pour les aider à comprendre et peut-être apporter des solutions. On doit relayer les attentes du Conseil d'État, mais on doit aussi relayer peut-être les préoccupations des communes. Et ça, c'est notre rôle. Voilà, c'est de faire ce joint et surtout ne pas perdre la discussion et de rester dans un débat qui ne soit pas stérile. Oui, effectivement. Aujourd'hui, d'autres discussions devraient arriver avec les élections communales en 2021. Les noms et les listes commencent à sortir gentiment, tout doucement. On a l'impression un peu plus tard que d'habitude. Est-ce que là aussi, c'est le Covid qui vient un petit peu faire le trouble fait? Je ne peux pas le dire. Peut-être que ça a une influence, mais c'est vrai qu'on a toujours eu l'impression que les villes mettaient des fois, des villes étaient plus rapides à se prononcer, d'autres un peu plus. Ça se politise aussi beaucoup. On a vu que dans certaines communes, l'émergence de nouveaux partis, la vision. Non, j'ai pas l'impression que ce soit plus tard. La bonne chose, c'est qu'il y ait en tout cas la possibilité que la population puisse voir assez rapidement quelles sont les personnes qui veulent prendre en main les destinées de leur autorité. C'est vrai que les votations sont plutôt courantes au mois de mars, les dépôts des listes largement avant, donc à la fin de l'année, il faudrait quand même que les gens sachent sur qui ils pourront compter. Puis je ne vous cache pas que nous aussi, on aimerait savoir. Dernière question, un district qui grandit, toujours plus d'habitants, un passage à la proportionnelle aussi pour certaines communes comme Coppet. Là, de quel œil est-ce que vous voyez ça? C'est la démocratie. Je pense qu'il y a des choses qui se font. Après, voilà, on a déjà vu ça, où il y a des ententes. Après, dans l'intérieur de l'entente, différentes visions. Maintenant, si ça se partage pour les partis, voilà, on reviendra à une politique bien suisse sur laquelle on se définirait. Mais de ce côté-là, moi, je n'ai pas d'avis particulier. De nouveau, je ne dois pas faire de politique. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Le meilleur, que ça continue comme c'est maintenant. C'est un job extraordinaire. Olivier Farjon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, préfet du district de Nyon. À bientôt. Merci beaucoup. La mobilité devient un axe majeur de la transition écologique du Grand Genève avec la participation de la région de Nyon. Une trentaine d'élus se sont réunis mardi 15 septembre à Genève. Objectif, discuter des grandes orientations en vue de la révision de la stratégie mobilité d'agglomération visant notamment la neutralité carbone en 2050. Gérald Crétini, bonjour, merci d'être avec nous. Alors dans les grandes lignes, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était le rôle, l'objectif de ce séminaire ? Alors, ce séminaire visait à inscrire de manière plus concrète les actions que nous pouvons mener en termes écologiques au sein du Grand Genève, et en particulier sur la mobilité, puisque 40% des émissions des gaz à effet de serre sont dues à la mobilité, mais nous avons choisi de ne toucher que la mobilité terrestre. C'est des questions d'efficacité, c'est une question, on ne va pas tout embrasser, on n'arrivera pas. Donc, pour l'instant, on s'est tenu à cet objectif-là. Alors, c'est un objectif qui est
qui est effectivement ambitieux. Il visait surtout à donner une place importante à toutes les idées, de manière... Toutes les idées ou particulièrement la mobilité douce, parce qu'on entend beaucoup parler dans la région. On parle de la mobilité, et ça veut dire toutes les idées, ça veut dire simplement aussi que l'un des éléments forts, par exemple, c'était de se dire, mais choisir, gouverner, devoir décider, c'est aussi savoir renoncer. Et ça, je pense que c'est un des éléments les plus difficiles à faire en termes politiques. Quand vous avez commencé sur un projet, vous avez envie de le finir quoi qu'il arrive, et là, parfois, il faut renoncer. Donc, c'est de mettre le politique, finalement, devant le challenge. Dans 10 ans, on aura plus de degrés d'augmentation de température. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on arrive malgré tout à trouver des solutions pour au minimum, je dirais, maintenir et ne pas aller plus haut, plus fort finalement dans le déclin? Vous sous-entendez donc que certains projets vont être mis de côté? C'est possible. On ne peut pas en savoir plus, c'est ça. Alors écoutez, je crois que c'est un petit peu la problématique de ce genre de travaux, c'est que si on veut pouvoir arriver après avec des propositions qui sont concertées et qui vont de toute façon faire débat, mais il faut d'abord pouvoir se les exprimer dans un espace totalement sécurisé où l'on peut se lâcher quelque part. Et les politiques ont de la peine parfois à se lâcher. Alors j'aimerais que vous vous lâchiez quand même un petit peu, si vous le vous permettez, avec un point essentiel, c'est le passage aux frontières. On l'a vu, c'était un gros souci durant cette période de semi-confinement. Et puis un passage clé, c'est la douane à Chavannes-de-Bougie. Par chez nous, là, on imagine qu'il y a quelque chose à faire. Alors bien sûr, alors sur la question des frontières, je dirais de manière globale, dans l'agglomération, c'est effectivement le travail sur les moyens de mobilité. On a vu avec le lancement du Léman Express, tout simplement, qui est en train de retrouver les niveaux d'occupation qu'il avait juste avant le Covid, juste au moment de son lancement. Nous sommes actifs au niveau de la région de Nyon sur la question des lignes transfrontalières. Nous avons la ligne Gex-Divan-Copay. Il y a d'autres projets de lignes actuellement qui sont à l'étude pour pouvoir drainer finalement sur les transports publics et pas forcément en transport individuel les personnes qui viennent de France. Mais en tant que politique, j'imagine que les objectifs, c'est finalement d'avoir une réussite, pas seulement abandonnée. Quand on cite le Léman Express, comme vous venez de le faire, on sait qu'il y a beaucoup de critiques. Est-ce que ce n'est pas le mauvais exemple aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Je pense que le Léman Express a des erreurs de jeunesse. Si vous vous rappelez le M2 à Lausanne, les quelques premiers mois ont été aussi difficiles, avec parfois des pannes, avec différentes choses. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir dépasser la situation. Il n'a pas eu de chance, le Léman Express. Il a commencé avec quelques soucis, mais ça, c'était normal. C'est un gros objet qui est mis sur le marché. Il faut réussir à le dompter, à pouvoir le faire fonctionner normalement. Et puis, on a eu tout de suite le Covid, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué d'apporter des solutions pendant ce temps-là. Aujourd'hui, on essaie de le rendre particulièrement attractif, mais ça viendra. Ouais, les citoyens se réjouissent justement de trouver ces solutions, en tout cas de pouvoir compter sur ce Léman Express. Un mot concernant l'ordre du jour du Conseil intercommunal de ce soir, de ce jeudi 24 septembre. Les comptes 2019, le bouclement des comptes présente un excédent en décharge de 310 813 francs pour un budget 2019 qui affichait une projection de bénéfices de 521 francs. Comment on explique cet écart ? Alors, principalement par des problèmes de financement qui n'ont pas été inscrits ou demandés au bon moment, ce qui veut dire que, par exemple, vous pouvez avoir des préavis dans lesquels aurait dû figurer où l'on aurait dû matérialiser le fait d'avoir, par exemple, le financement des personnes qui travaillent directement à l'accomplissement de ces préavis, et certains n'ont pas été correctement indiqués, ce qui veut dire que c'est des pertes. Ouais, vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel sur ces mécanismes de financement, puisque un préavis numéro 54, octroi d'un prêt à la souveraine pour l'achat d'un bâtiment de la Grande Rue 24 à Nyon, là aussi, ça avait fait beaucoup de discussions, justement, ce sujet. Tout ça est en lien avec les mécanismes de financement. Oui, c'est des fois des mécanismes de décision. Là, c'était plus un des mécanismes, d'ailleurs, qui n'était pas tellement sur le financement, mais sur la décision d'acheter ce bâtiment, puisque la Sofren est une SA en main de la région et qu'on avait jugé à l'époque tout à fait correct de demander à l'Assemblée générale de la Sofren de prendre la décision. Et manifestement, on s'est fait retoquer et c'est malgré tout au Conseil intercommunal de la région
région de pouvoir prendre la décision, en tout cas du financement. Avec ce soir un amendement qui sera proposé. Et pour terminer cette discussion, l'organigramme du comité de direction, ce soir, 2 postes sont à repourvoir. Oui, tout à fait. Alors, il nous manque 2 postes. Nous avons eu le départ en début d'année de Mme Gudrun. Et puis, nous avons maintenant le départ de Boris Muri. Mais c'est un départ, une arrivée, puisque c'est le nouveau secrétaire général. Et nous devons repourvoir ces 2 postes. Est-ce qu'on a des noms? Actuellement pas. Et s'il n'y a pas de nom, qu'est-ce qui se passe? On retentera le coup lors de la prochaine séance. Faire plus avec moins. Exactement. Finalement, on a des élections qui sont proches au niveau du canton, puisque c'est l'année prochaine. Donc, on espère bien pouvoir trouver quelqu'un, si ce n'est pas immédiatement, en tout cas de pouvoir le pourvoir en juillet de l'année prochaine. Ouais, on termine cette boucle. Retour à la mobilité, l'inauguration de 4 nouvelles stations de vélo en libre service, notamment à Nyon, l'extension locale du réseau de la région de Nyon. Et puis là, une mise au concours en partenariat avec Publibike. Cherche et trouve. Oui. Donc là, c'est quoi? Il faut chercher son vélo. Et puis, on peut, évidemment, vous ne pouvez pas nous le dire où est-ce qu'ils sont. Mais le but, c'est quoi? C'est encore une fois favoriser cette mobilité douce? Absolument. Non, c'est des concours qui, effectivement, ça revêt une vision participative de la population pour pouvoir s'intéresser à ces vélos. Donc, on encourage effectivement tout le monde à participer à ce concours, avec aussi des financements de cartes, enfin des essais de cartes qui peuvent être faits pendant 1 mois. Donc, encouragement à pouvoir le faire. Et vous l'aurez compris à la maison, donc à vous de trouver ces vélos. Gérald Créteny, bonjour, merci d'avoir été avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Au revoir. C'est tout pour cette rétrospective de la semaine. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.